Un dimanche politique dans 64 minutes, c'est notre grand angle. Une semaine politique marquée par le feuilleton Ocean Viking et les passes d'armes entre la France et l'Italie. Ce navire humanitaire a finalement accosté à Toulon. C'est une première, les réactions politiques n'en finissent plus. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Toujours maître de conférences en droit public Toujours. à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous. Alors c'était donc ce mercredi 10 novembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que l'Ocean Viking peut débarquer sur les côtes françaises. Mesdames, Messieurs, la situation humanitaire à bord du navire Ocean Viking qui navigue actuellement en Méditerranée avec 234 personnes secourues en mer à bord, dont 57 enfants, et il y a désormais plus de 15 jours qui désormais naviguent, appelle une action désormais immédiate. Chaque heure supplémentaire de navigation fait désormais courir des risques très importants pour la vie de certains de ces passagers. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Alors Benjamin Morel, aujourd'hui c'est la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui monte au créneau. Je la cite, « Si l'Italie persiste, il y aura des conséquences ». Emmanuel Macron, lui, on ne l'entend pas. C'est la bonne technique ? Pour lui, c'est plutôt la bonne technique parce qu'au-delà des considérations éthiques ou de droit international sur lesquelles on pourrait revenir, d'un point de vue politique, cette affaire est une affaire assez problématique pour la majorité, tout bêtement parce que l'électorat aujourd'hui d'Emmanuel Macron est très clivé sur ce thème. Aujourd'hui, l'électorat centriste est assez d'accord sur les sujets économiques, etc. Mais il y a encore un élément de clivage droite-gauche très structurant, c'est la question de l'immigration. Quand vous regardez par exemple au moment de la loi Asile et Immigration en 2018, on voit que toute une partie de l'électorat de centre-gauche, jugeant à l'époque la position de Gérard Collomb trop ferme, eh bien, déserte les rangs de la Macronie. En même temps, ce moment politique va permettre à Emmanuel Macron de conquérir une partie de l'électorat de centre-droit. Donc aujourd'hui, prendre position de manière trop tranchée sur ce dossier-là, ça risque c'est prendre le risque de se mettre en porte-à-faux avec une partie de son électorat. En envoyant Gérald Darmanin, qui apparaît comme étant le pilier régalien sécuritaire de la majorité, accepter le navire, Emmanuel Macron ne prend pas de risque, mais nage un peu, excusez-moi l'expression, la chèvre et le chou, et de son côté, garde le silence, ce qui lui évite de fâcher quiconque. Mais en 2018, le même Emmanuel Macron avait refusé que l'Aquarius débarque sur les côtes françaises. Alors pourquoi ce revirement en 2022 ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors il y a deux éléments. Il y a un élément de contexte. L'Aquarius, c'était tout de même pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on avait une situation humanitaire qui était moins urgente et le bateau pouvait partir en Espagne. Là, la réalité, c'est que si quelqu'un était mort sur ce bateau alors que la France avait la capacité de l'accueillir, eh bien évidemment, les conséquences politiques auraient été extrêmement lourdes. Donc d'un point de vue politique, il était impossible de faire autrement. Le deuxième élément, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis l'électorat a changé. Et surtout, Emmanuel Macron a compris que sur ce type de sujet, il pouvait peut-être gagner des électeurs à droite, mais il pouvait également en perdre au centre-gauche, et que donc la bonne politique était plutôt une politique d'équilibre. Alors il y a beaucoup de réactions politiques évidemment. Bruno Retailleau, aujourd'hui, donc candidat à la présidence des Républicains, a demandé de cesser les leçons de morale exaspérantes à l'Italie. C'était aujourd'hui donc sur une chaîne française. En fait, il veut marquer sa différence ? Oui, il s'agit encore une fois de lutter pour cet électorat de droite. Aujourd'hui, cet électorat de droite, il a le cœur qui balance un petit peu. Vous avez une partie de la droite conservatrice, identitaire, libérale qui peut pencher du côté d'Éric Zemmour ou de LR, une partie de la droite conservatrice, libérale, mais un peu moins identitaire, qui hésite entre Emmanuel Macron ou LR. Et donc pour LR, il faut arriver à tenir cette ligne de crête. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce sujet de l'immigration et une position assez dure sur l'immigration est assez consensuel dans cet électorat. Donc si jamais vous êtes LR et que vous voulez vous distinguer d'Emmanuel Macron, qui lui doit ménager son électorat de centre-gauche, c'est une bonne façon de cliver, c'est une bonne façon d'exister. Alors, exister aussi pour Éric Zemmour. Il était là lors de l'accostage donc à Toulon. Il a dénoncé une décision absolument scandaleuse, le chef du parti Reconquête. Oui, vraiment, là aussi, c'est une question qui lui permet de revenir sur le devant de la scène. Bien sûr, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles, Éric Zemmour n'est réellement fort dans les enquêtes que quand il arrive à imposer ses thèmes. Parce que c'est un candidat qui, à tort ou à raison, plutôt à raison, est vu comme monothématique. Il a dit lui-même que les autres sujets
pour lui apparaissait relativement secondaire. Donc ce faisant, quand vous parlez d'immigration et quand Éric Zemmour est présent dans le paysage, il peut capitaliser sur cette visibilité. Si vous parlez de pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'exister par rapport à Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Donc il est certain que ce type d'événement, bien exploité, aujourd'hui, eh bien, représente pour lui une forme de bouée de sauvetage. Alors on en vient à Marine Le Pen. Elle a envoyé Jordan Bardella justement à Toulon. Elle a aussi dénoncé effectivement la passivité du gouvernement. Elle veut rester au-dessus de la mêlée. Ça rejoint ce qu'elle a dit aujourd'hui à la une du journal du dimanche, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être première ministre, elle veut être présidente. Mais voilà, tout ça est cohérent. Oui, bien sûr, il y a une stratégie qui est une stratégie de présidentialisation et de crédibilisation pour Marine Le Pen. C'est le dernier grand enjeu, c'est-à-dire que le dossier dédiabolisation n'est pas encore tout à fait soldé. Il y a encore des problèmes qui peuvent se poser pour le RN, mais grosso modo, dans une grande partie de l'électorat, aujourd'hui, ce n'est plus le principal obstacle à un vote RN. L'obstacle majeur à un vote RN, c'est la crédibilité. Est-ce que demain, ce parti peut prendre le pouvoir, peut exercer le pouvoir? Est-ce que demain Marine Le Pen peut réellement être présidente de la République? C'est pas tout à fait une évidence, d'où une position qui est une position à la fois de rappel des fondamentaux sur ce type de sujet, mais également de présidentialisation. Oui, elle veut rester sur cette ligne, donc dédiaboliser le parti. Jordan Bardella est arrivé, on lui demande s'il va rester sur cette ligne. Est-ce que là, il y a des petits risques de dérapage, comme on a vu avec Grégoire de Fournas? Alors, la question, c'est est-ce que le dérapage est vraiment un problème ou pas pour le RN? Regardez ce qui s'est passé aux dernières départementales et régionales. Beaucoup de régions étaient données gagnées par le Rassemblement national, sauf que l'électorat du RN, qui jugeait que ce parti s'était trop normalisé, trop banalisé, n'est pas venu voter. Le gros problème du Rassemblement national, c'est que pour étendre son électorat, il a besoin de mordre sur un électorat plus modéré. Mais pour arriver à mobiliser ses troupes, et donc pour faire un bon score, il a également besoin de mobiliser ses électeurs anti-système. Marine Le Pen a besoin d'être dans une position rassurante, un peu au-dessus des clivages, etc. Mais Jordan Bardella, qui n'a pas pour l'instant d'ambition présidentielle, lui peut se permettre d'être beaucoup plus radical. Et en étant beaucoup plus radical, potentiellement d'aller chercher un certain nombre d'électeurs qui seraient des électeurs hésitants. Et donc ce faisant, il n'est pas certain qu'entre les deux, ce soit vraiment une friture sur la ligne. C'est probablement beaucoup plus un jeu de rôle. Alors on a vu la une, Marine Le Pen, la dissolution ne me fait pas peur. Elle a raison. Actuellement, si vous regardez un peu les dernières configurations, la configuration des dernières législatives, vous voyez que le parti qui, à ce stade-là, aurait, avec de grands guillemets, de grandes pincettes, le plus de marge de manœuvre et probablement le plus de marge de progression, c'est le Rassemblement national, en effet. La NUP est concentrée dans des fiefs, elle perdrait assez peu de députés, mais n'en gagnerait pas non plus beaucoup. La majorité et LR pourraient être en difficulté, le RN pourrait gagner des députés. Donc le RN est aujourd'hui probablement le parti qui a le moins de raisons de craindre une dissolution. Et vous nous l'avez confirmé, a priori, ce qu'elle vise, c'est vraiment l'Élysée. Là, oui. On est vraiment dans un objectif très clair. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu un secret de polichinelle. 2027 est quelque chose qui est envisagé par Marine Le Pen, sauf accident industriel majeur. En cas de dissolution, ce qui n'est encore qu'une perspective relativement peu probable à court ou moyen terme, eh bien, le RN n'ayant pas d'alliés, elle pourrait difficilement envisager un poste de Premier ministre, même en cas de cohabitation. Donc, ce faisant, le vrai rendez-vous aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est 2027. Les élections intermédiaires, une dissolution potentielle ne sont pour le RN que des marches vers 2027. Alors, sa mise au point aussi sur les retraites, elle est pour un départ à la retraite entre 60 et 62 ans avec 40 annuités de cotisation. Elle incite à faire des enfants au passage. Donc là, un message aussi à son électorat. Le Sénat, dominé par la droite, on le rappelle, a voté une réforme des retraites qui prévoit de relever l'âge légal à 64 ans. On va en reparler de ces retraites rapidement. Oui, bien sûr, parce que c'est un point extrêmement clivant aujourd'hui au sein de l'électorat. Grosso modo, c'est un point clivant au sein même de l'électorat de droite. Vous avez un électorat plutôt libéral qui peut avoir des perspectives plus identitaires, mais qui demeure libéral, attaché à la question des dépenses publiques, etc. Cet électorat, il vote Macron, il vote Zemmour ou il vote LR. Mais vous avez une grande marge de l'électorat de droite et surtout de l'électorat qui n'est pas très affilié politiquement mais qui aujourd'hui vote Rassemblement national, qui est sur un logiciel très social et pour qui cette question des retraites est réellement un casus belli, notamment dans l'électorat populaire. Or, la vraie force de Marine Le Pen pour tenir cet électorat, c'est qu'elle lui parle d'identité comme il a envie qu'on lui en parle, qu'elle lui parle de social comme il a envie qu'on lui en parle. Éric Zemmour, LR peuvent tenir le même discours sur l'identité, mais tant qu'elle tient
sa ligne relativement sociale, notamment sur les retraites, elle assurant un avantage concurrentiel. Donc par définition, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être quelque chose qui va être mis en avant par le RN. Alors, Emmanuel Macron part à Bali au G20. Il va aussi participer à d'autres grands rendez-vous diplomatiques, notamment le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est très présent sur la politique internationale. On l'a vu au Forum de la paix de Paris. Finalement, il veut laisser tout ce qui est politique intérieure. Ça ne l'intéresse pas ou ce n'est pas le moment de se mettre en avant sur ces sujets-là? Vous savez, la notion du domaine réservé qu'on présente réellement comme étant ce qui permet de différencier quelle est la tâche du Premier ministre ou du Président de la République, en fait, elle date de 1963. Qu'est-ce qui se passe en 1963? Il y a des grandes grèves ouvrières et le général de Gaulle s'effondre dans les sondages. Et donc, à ce moment-là, il met en place une sorte de jeu de rôle. Il tient la politique de l'UDR, du parti de la majorité, mais il dit à Pompidou, vous vous occupez de la scène intérieure, vous occupez le terrain, l'espace médiatique sur cette scène intérieure et je me réserve l'espace médiatique relatif aux affaires du monde. C'est un peu ce à quoi aujourd'hui on assiste. Un Emmanuel Macron qui ne lâche pas la main sur ce qui se passe à l'intérieur, mais qui veut être celui qui incarne la politique française à l'étranger. Mais on lui avait reproché pendant la dernière campagne présidentielle, d'être trop au-dessus des préoccupations des Français. Alors c'est vrai, mais en même temps, vous avez aujourd'hui plus de coups à prendre en étant très présent sur la réforme des retraites, en étant très présent sur le budget, bref, sur ce qui apparaît comme étant quelque chose qui n'est pas forcément du niveau d'un président de la République gaullien tel que tente de l'incarner Emmanuel Macron. Par ailleurs, Emmanuel Macron a deux difficultés par rapport à ses prédécesseurs sur ce sujet. La première difficulté, c'est qu'il n'a que peu de personnel politique réellement qui est en capacité d'incarner. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement aujourd'hui de ministres qui peuvent incarner des politiques, nonobstant lui, ce qui à chaque fois qu'il tente ce type de retrait, eh bien, l'implique à revenir sur le devant de la scène. Donc il va revenir selon vous? Il est assez probable en effet qu'il finisse par revenir. On va suivre ça. Juste un dernier mot, le retour d'Adrien Quatennens. Normalement c'est la semaine prochaine. C'est un moment important? Oui, c'est un moment important parce qu'évidemment, il risque d'y avoir des difficultés lors de ce moment à l'Assemblée nationale. Après, un député ne peut pas démissionner ou ne peut pas être démissionné eu égard à un crime de droit commun ou à un délit de droit commun. Normalement, ce n'est qu'avec une peine d'inéligibilité qu'il pourrait y avoir démission automatique. Donc ce retour, il aura lieu. C'est normal du point de vue du droit et du point de vue de l'histoire politique qu'il ait lieu. La question, c'est dans quelles conditions. Et là, ça va être à la majorité et à l'opposition de décider ça. Et nous allons suivre tout cela, évidemment, dans le dimanche politique de 64 minutes. Merci Benjamin Morel.